Bonjour, aujourd'hui c'est un focus philosophique sur la volonté générale de Rousseau que je vous propose. Alors pourquoi la volonté générale? Parce que très souvent on constate qu'il y a une erreur qui est effectuée à propos de cette définition et que souvent on a tendance à penser que la somme des intérêts particuliers constitue un intérêt général ou encore que la somme des volontés particulières constitue une volonté générale. Or, ça n'est absolument pas ça que Rousseau entend lorsqu'il la cite et lorsqu'il en parle dans le contrat social. Je vous lis donc en premier la citation que nous allons essayer d'élucider ensemble. Chacun de nous met en commun sa personne et sa toute-puissance sous la suprême direction de la volonté générale et nous recevons encore chaque membre comme partie du tout. Alors qu'est-ce que ça signifie lorsque justement Rousseau emploie le terme de volonté générale dans le contrat social? Ça veut dire tout simplement qu'il entend une association des différentes individualités, des différentes volontés. C'est-à-dire qu'il va distinguer deux notions très importantes qui sont celles d'une part de l'agrégation et d'autre part de l'association. Et il dira véritablement il n'y a volonté générale qu'à partir du moment où il y a association de toutes les volontés. C'est-à-dire que souvent je prends l'exemple d'une classe et je dis si on enferme tous les élèves, donc 35 élèves plus le professeur dans une salle, on va avoir 35 individus, 35 volontés particulières qui vont avoir chacune des désirs, des envies, des aspirations qui vont être différentes. Donc on va agréger, on va avoir une agrégation d'individus, une agrégation de volontés, mais qui ne vont absolument pas constituer un tout qui va vouloir aller nécessairement dans le même sens. Et généralement, les élèves me répondent très vite, de toute manière, si on nous enferme tous là trop longtemps, effectivement, on va tous vouloir aller dans des sens différents, on va vite se quereller et on ne va pas aboutir effectivement à une idée et une volonté générale. Donc ce dont rêve, et j'emploie presque le terme rêver parce que c'est sans doute un peu une utopie cette vision de la démocratie chez Rousseau, ce dont il rêve c'est que la somme des volontés particulières soit rassemblées sous forme d'une association et qu'elles forment une volonté générale. C'est-à-dire de la même manière que la liberté individuelle momentanément va être mise de côté au profit d'un tout, mais d'un tout dans lequel je vais me retrouver aussi. Donc ça veut dire, si on reprend l'exemple de la classe, pour que véritablement on ait une volonté générale, il faut que tout le monde aille tente véritablement vers un intérêt général qui soit le même, et donc que chacun accepte momentanément de mettre de côté ses intérêts particuliers, singuliers, au profit d'un intérêt général dans lequel de toute manière il se retrouve. Bon, c'est généralement effectivement ce qui fonctionne aussi dans une classe, c'est-à-dire sans être enfermé évidemment définitivement, mais c'est on entre dans la classe à partir du moment où on, et je dirais même pratiquement on entre dans le lycée, mais même simplement de manière plus réduite et restrictive, on entre dans la classe, on met de côté chacun ce qu'on a envie de faire, la musique qu'on a envie d'écrire, le SMS auquel on a envie de répondre, je ne sais quoi d'autre que l'on a envie de faire. Une fois que la porte est fermée, que ce soit professeur ou élève, tout le monde met de côté ses aspirations un petit peu particulières et singulières au profit d'un seul et même but qui est celui de préparer, d'écouter le cours, de progresser ensemble pour préparer donc le bac en terminale de philosophie pour l'expérience que j'en ai. Voilà comment véritablement fonctionne. Donc ce qu'on entend par volonté générale, c'est quelque chose qui est mu par un intérêt général, mais sous forme d'une véritable association et non pas sous forme d'une agrégation. Je reprends donc la seconde citation sur laquelle je voulais insister de Rousseau, parce que je pense que maintenant vous avez bien compris. La volonté générale, nous dit-il encore dans le contrat social, consiste à transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout, dont en tant qu'individu, il reçoit à la fois sa vie et son être. C'est-à-dire qu'on renonce momentanément à son individualité pour faire partie d'un grand tout dans lequel on se retrouve. Ce qui vous permettra de comprendre, je pense aussi beaucoup plus facilement, cette définition de la liberté de Rousseau, qui consiste à dire que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Parce qu'effectivement, cette loi, à partir du moment où c'est le peuple qui statue sur les lois, à partir du moment où c'est le peuple qui l'a faite, ou en tout cas qui l'a reconnue et qui y adhère, à ce moment-là, il se sent libre à l'intérieur de ces lois-là.
Dernier point donc, que je voulais reprendre pour vous montrer à quel point la théorie de Rousseau, de cette volonté générale et du contrat social n'est pas du tout déconnectée de la réalité. Vous pouvez prendre l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a du mal par moment, et on le voit tous, quasiment tous les jours, quotidiennement, à fonctionner, parce qu'effectivement, il faudrait l'idéal qu'elle fonctionne avec cette volonté générale, c'est-à-dire que quand les 27 pays se retrouvent autour d'une table, que chacun arrive à mettre de côté son intérêt particulier, qui est quand même l'intérêt d'un État, et on comprend que ce soit effectivement difficile, au profit d'un intérêt général. Et ce n'est finalement qu'à cette condition-là que véritablement l'Union européenne pourrait fonctionner. Bon, donc je vous laisse méditer sur ces différentes notions, et la prochaine fois nous reprendrons l'idée de loi et de liberté chez Rousseau. Je vous dis donc à très bientôt.